Non, pas oui. Non. Dehors. Wow. Dégage. Il a mis ses griffes, sa télé, là? Ouais, il a mis ses pattes en tout cas. C'est nouveau ça. Oubliable, sanglande. Sanglande. Hello and welcome to Primetime Beach. Laissons les Universal Monsters, aujourd'hui on part sur un tout nouveau thème, proposé par Rona Hayes, les femmes tueuses dans les whodunits horrifiques. Lorsque j'ai commencé à écrire sur ce thème, j'ai instantanément pensé à Vendredi 13, et à notre tendre Pamela Voorhees ou encore à Urban Legend. Mais j'ai finalement décidé de partir sur des longs métrages un peu moins connus, tout en restant dans le genre du slasher pour mon plus grand plaisir. Le premier film au programme de ce 15e jour est un film qui vous donnera instantanément envie de partir en vacances et prendre un petit bain de chlore. Il s'agit de Aquaslash, un slasher canadien sorti en 2019 et réalisé par Renaud Gauthier, notamment connu pour Disco Paf, son premier long métrage. Renaud Gauthier voulait faire un film d'horreur se déroulant dans un parc aquatique car il trouvait que cet environnement était sous-exploité dans l'horreur. Il dira dans une interview donnée au site Horror Québec, ça faisait longtemps que j'avais ce concept en tête. Et ça devait être un court métrage à la base. Moi j'aime bien les films d'horreur où il faut trouver le tueur. Le film demeure un whodunit, il y a ce concept de la caméra subjective. Initialement écrit comme un film prenant place dans les années 80, l'action se déroulera finalement dans une époque plus contemporaine. Et ce à la demande des producteurs. Cependant, l'événement charnière d'Aquaslash aura lieu en 84 et l'ambiance générale du long métrage est très marquée par les années 80, le kitsch et le cheesy. Aquaslash suit de jeunes diplômés du lycée Valley Hills alors qu'ils s'apprêtent à festoyer dans le parc aquatique de Wet Valley. Ce même parc qui fut le théâtre d'une série de meurtres en 84. Ainsi, notre joyeuse bande compte bien vivre le meilleur des séjours, ce qu'ils ignorent, c'est qu'il s'agira probablement de leur dernier. Le long métrage de Renaud Gauthier est un émule de l'âge d'or du slasher. Malheureusement pour lui, il n'arrive jamais à dépasser l'hommage nostalgique. Le tout en appliquant à la lettre l'une des règles d'or du slasher made in 80, la nudité. Et ici, le complexe aquatique se prête très bien à l'exercice. Nos protagonistes ont en effet très peu de tissu sur eux. Des protagonistes dont les mises à mort et les maillots de bain sont bien plus mémorables que leur personnalité au passage. J'avoue n'avoir mémorisé aucun nom, mais peu importe tant qu'on nous offre du sang et des lames dans un toboggan aquatique. Le film nous offre du gore et des personnages interchangeables, tout accompagné de quelques morceaux So 80, et notamment une reprise de Sunglasses at Night, et ce bien avant celle de Nope. La BO est en effet très présente dans le long métrage, tout comme dans Disco Paf. Un choix artistique pas si étonnant que ça, puisque Renaud Gauthier est aussi musicien. Cependant, malgré une chouette BO et quelques scènes gore, le film a nécessité pas moins de 4000 litres de faux sang. Aquaslash peine à tenir sur la longueur. Probablement car il était prévu comme un court initialement. Si le whodunit est bien présent, le manque de rythme fait retomber l'intrigue comme un soufflet. Et il importe peu de découvrir l'identité de la tueuse. Oui, parce que spoiler alerte, Aquaslash est présent dans cette sélection car il met en scène une tueuse de slasher. Et si le film est quelque peu décevant car il ne tient pas ses promesses, il se rattrape tout de même par des mises à mort jouissives, mais aussi des effets gore plus que satisfaisants. Ainsi, Aquaslash sera le programme parfait pour une soirée bière et pizza, même si je vous avoue que mon petit chouchou dans le genre restera The Pool. Un long métrage avec James McAvoy où quand un tueur de slasher s'en prend à des riches étudiants coincés dans une sorte d'aqua-boulevard. Le second film de cette sélection est un nanar. Ça vous manquait, non? Je dois la découverte douloureuse de ce long métrage à Lily Nelson qui le porte dans son cœur et n'a plus aucune objectivité concernant ce film. Quant à moi, j'ai un peu vécu une expérience extracorporelle en découvrant ce long métrage qui n'est autre que Aerobic Killer. Un slasher plein de pink flamingo, de sueur, de muscles et de mise à mort à coups d'épingle à nourrice. Si, vous avez bien entendu. Vous êtes surpris? Je l'étais moi aussi. Et je le suis encore. Je ne me suis toujours pas remise de la découverte de l'arme du crime. Tandis que Lily prenait un malin plaisir à me voir face palmée devant le film en criant au chef-d'œuvre. Le tout en m'expliquant les différentes figures d'aérobic.
Aerobic Killer est sorti à la fin de l'âge d'or des slashers, en 87. Il a été réalisé par David A. Prior, un nom qui ne m'évoque pas grand chose, et pour cause, le bonhomme est adepte des nanars en tout genre. J'ai une journée de merde. Le film s'ouvre sur une musique d'une kitschitude sans pareil et nous offre une scène de calcination à la machine à UV qui a probablement inspiré celle de Destination Finale 3. Mais parce qu'on est là pour voir des bodies et de la sueur, il enchaîne sur une scène d'aérobic au son de Only You Tonight de Donna DeLory. Une chanson que j'ai encore en tête par ailleurs. Car oui, la BO c'est le point fort du film, c'est en effet la seule chose qui a contenu ma crise d'épilepsie. Bon ça, et je dois l'avouer aussi le personnage de Rhonda. Rhonda est probablement le seul personnage qui tienne la route dans Aerobic Killer. Elle tient un club d'aérobic, le Rhonda Works Out, ses affaires se portent à merveille lorsqu'un mystérieux tueur vient tout chambouler. Notre charmant tueur décimera un à un les clients en quête de Pink Flamingo grâce à son épingle à nourrice. Et bordel, il s'agit probablement de l'arme la plus pétée que j'ai jamais vue dans un slasher. Mais c'est aussi ce qui fait le charme de Aerobic Killer, non? Ça et les body flashy. Malheureusement pour nous, Rhonda et son épingle ne font pas tout et outre un jeu d'acteur complètement pété, c'est le rythme du film qui tue littéralement le long métrage. Ce qui s'annonçait comme une surenchère de body flashy à la sauce Pink Flamingo est entrecoupé de bagarres qui traînent en longueur. Mention spéciale pour cette scène de course-poursuite dans un champ de briques qui s'avère être mon grand trauma du film. Finalement, ces scènes donnent la sensation d'être face à deux films sans qu'aucune cohérence entre les deux longs ne se fasse. Le tout ayant pour effet de perdre le spectateur et de passer totalement à côté de la révélation du whodunit. Rhonda méritait mieux bordel. Et encore mieux que cette révélation dans les bois aux fraises. Car oui, ici la tueuse n'est autre que Rhonda. Quelques années auparavant, elle a été gravement brûlée dans une machine à UV. Depuis, elle voue une haine sans faille envers les corps parfaits qui défilent dans son club. Sa rage n'a pas de limite et elle sortira par ailleurs impunie pour notre plus grand plaisir. Encore une fois, Rhonda est le seul personnage partisan du long métrage, ce qui est tout de même peu, le film nous offrant tout un panel de personnages oubliables sans grande consistance. Sans oublier le frère du réal, Ted Prior, qui ne sert pas à grand chose sauf à exposer ses muscles ou à sortir les poubelles. Aerobic Killer, c'est 1h30 de vide pour un ressenti de visionnage de 5 heures. Mais quand on aime, on ne compte pas, un Lily. Enfin, Aerobic Killer sera le programme parfait pour les spectateurs en quête de body, Pink Flamingo, kitsch, plan boobs et bagarre. Oui, parce que le film n'est ni avare en boobs, ni avare en bagarre. Et bien sûr des bagarres avec des bruitages hasardeux. Il bénéficiera aussi d'une super BO qui vous restera en tête pas mal de temps après le visionnage et vous donnera envie de vous mettre à l'aérobic. Et je suis sûre que Lily ne vous dira pas le contraire. Vive le nanar et vive Rhonda. The touch of your hands is all that I need. I'm a woman on fire and it frightens me so. Allez, partons du côté d'un bon vieux slasher pour finir cette sélection. Un slasher que vous connaissez probablement pour son affiche même si vous n'avez pas encore vu le film. Il s'agit de Happy Birthday to Me ou le slasher à la brochette made in 80. Happy Birthday to Me est un film qui sent bon la genre du slasher. Réalisé par Gilly Thompson, il est en effet sorti en 81 en plein boom des productions de slasher. De plus, le long métrage fait aussi partie de la grande lignée des slashers canadiens tels que Meurtre à la Saint-Valentin, Black Christmas, Terror Train ou encore Prom Night. Oui, parce que si le genre est majoritairement états-unien, rappelons que le tout premier slasher nous vient du Canada et qu'ils ont aussi produit pas mal de slashers cultes. Tout comme Meurtre à la Saint-Valentin et bon nombre de films du genre, Happy Birthday to Me capitalise sur une date, un événement afin de faire évoluer son intrigue. Tandis que Terror Train prenait place durant le Nouvel An et que Meurtre à la Saint-Valentin transformait la fête des amoureux en bain de sang, Happy Birthday to Me sera comme son titre l'indique un long métrage qui prendra place autour de l'anniversaire de l'une de nos protagonistes, ici la douce Ginny. Le long métrage suit en effet Ginny Wainwright, une riche étudiante qui fait aussi partie des plus populaires de la Crawford Academy, le Top 10. Un Top 10 composé de petits bourgeois insolents et antipathiques qui maîtrisent le monde qui les entoure et adorent faire des blagues de mauvais goût. Ce
Cependant, leur insouciance sera mise à rude épreuve tandis qu'un tueur masqué les prendra en chasse et les décimera un à un. Ici, le long métrage se joue du spectateur en nous présentant tout un panel de personnages tous plus suspects les uns que les autres. Quelques années plus tard, April Fool's Day reprendra le procédé en poussant encore un peu plus les faux semblants jusqu'au dénouement final, nous proposant ainsi, tout comme dans Happy Birthday to Me, un Cluedo géant parfois trompeur et ce dans le but de perdre le spectateur. Le tout en grande partie grâce à une mise en scène qui se joue des codes de l'horreur, afin de présenter ces adolescents comme des potentiels meurtriers. Du fan de FX qui s'amuse à reproduire la tête d'une de leurs amies, au beau gosse intrépide qui se balade avec un couteau devant une Ginny effrayée tandis qu'il y mettra le bossu Notre-Dame, tous nos personnages sont plus ou moins suspects. Les doutes planeront même sur la Final Girl proclamée, Ginny, ici interprétée par Melissa Sue Anderson, dont il s'agit du premier long métrage et que vous connaissez probablement pour son rôle de Mary Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie. Ginny est une jeune femme fragile et timide qui tente de se remettre de la mort de sa mère et d'un lourd traumatisme encore tenu secret. Elle est la seule qui dénote vraiment de cette bande de bourgeois et ne semble pas vraiment appartenir à leur monde bien qu'elle en ait tous les codes. Très vite, les soupçons se tourneront vers elle car elle semble avoir des visions, des flashbacks mais surtout perdre quelque peu la mémoire. Et attention, spoiler, c'est là que Happy Birthday to Me est vraiment un très bon whodunit. Le long métrage nous révèle à la moitié de l'intrigue que la tueuse est en réalité Ginny, dans une scène de révélation qui utilise encore une fois les codes du genre pour mieux tromper le spectateur, tandis qu'Alfred se cache dans un cimetière en pleine nuit noire. Alors que Ginny se recueille sur la tombe de sa mère, Alfred se tient derrière elle avec un air suspect. Il est là, tapis dans l'ombre, silencieux, vêtu de gants en cuir noir, et sort un objet de sa poche. Soudain, Ginny se retourne, non pas pour pousser son plus beau cri de Scream Queen, mais bel et bien pour poignarder Alfred. Et ce, en nous révélant ainsi l'identité de la tueuse. Cependant, si tout semble accuser Ginny, la révélation est bien trop rapide et quelque chose cloche. Et bien que le spectateur soit là pour observer les meurtres de Ginny, il aura toujours la sensation qu'un élément lui manque, et ce jusqu'au dénouement final. Un dénouement des plus marquants qui nous offre un spectacle bien glauque tandis que les cadavres du top 10 seront disposés autour du gâteau d'anniversaire de Ginny. Le tout en nous proposant non pas un nouveau twist, mais bel et bien 2 twists pour notre plus grand plaisir. Mais je ne vous en dirai pas plus pour laisser un peu de mystère, voyons. Le réalisateur a par ailleurs tourné 3 fins au film pour laisser un peu planer le mystère. Enfin, Happy Birthday to Me est l'un de mes slashers favoris de l'âge d'or, parce qu'il maîtrise à merveille le whodunit, mais aussi car il a cette ambiance proche d'April Fool's Day que j'aime tant. Et je vous conseille par ailleurs de voir les 2 longs métrages en double feature. Le film est sorti en Blu-ray dans la collection Angoisse de Rimini, un Blu-ray qui s'accompagne d'un petit livret mais aussi du documentaire Slash and Dice, et vous savez que j'adore cette collection. Happy birthday to me. Il est à présent temps de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est au tour de Evil Twin de vous proposer sa carte blanche. Bonjour à toutes et à tous, et merci à Mylène de m'avoir donné l'opportunité de faire une carte blanche sur sa chaîne sur les femmes tueuses dans les whodunits. Avant d'entrer dans le vif du sujet, rapide explication sur le terme. Le whodunit est une contraction de Who has done it, littéralement qui l'a fait. Il vient des œuvres littéraires anglo-saxonnes dans les années 1920 à 1940 avec des auteurs tels que Agatha Christie ou Simone Breit. Puis, il est devenu un genre cinématographique grâce aux adaptations. Le but du whodunit est que nous, lecteurs, ou dans le cas ici présent, spectateurs, déduisons l'identité du tueur à l'aide d'indices dans le métrage avant sa révélation. Attention, le whodunit étant une bonne partie composée de twists révélateurs, je vais en dévoiler dans ma sélection. Week-end de terreur de Fred Walton, sorti en 1986. On suit Muffy St. John, une fille riche et excentrique, qui invite 9 de ses amis à une fête dans sa maison familiale au bord du lac, dont elle héritera à l'âge de 21 ans le 1er avril. Le métrage commence avec une présentation de personnages caricatural, suivi de quelques blagues à coups de coussins péteurs, par exemple, qui donnent le ton. Mais tout se transformera en bain de sang, en reprenant à la lettre tous les codes établis par le modèle Vendredi 13. Ce n'est qu'après plus d'une demi-heure de métrage que l'intrigue commence enfin à prendre forme et ressembler à Ils étaient 10 d'Agatha Christie, avec des insinuations sexuelles et des violences sanglantes. Sans entrer dans les détails et gâcher la fin, on ne sait pas les intentions de la tueuse, car il y aura une autre révélation finale que je ne spoilerai pas. Mélange entre le mystère à la Agatha Christie et le slasher, avec un casting fort sympathique, tel que Deborah Foreman, qui a joué notamment dans Waxwork, Amy Steele, la survivante de Vendredi 13 partie 2, Ken Holland, je ne sais pas le prononcer, c'est pas grave, qui jouait dans Summer School, Thomas F. Wilson dans Retour vers le futur, et Clayton Rodner dans Just One. Week-end de terreur est un film fort sympathique que j'ai découvert juste avant de faire cette vidéo, car on me l'avait très fortement conseillé, et ça vaut vraiment le coup d'œil, surtout pour sa révélation finale. Dans les années 90, ce fut le renouveau du slasher,
notamment grâce à Wes Craven, qui a su donner un petit coup de neuf avec Scream. Urban Legend est un des petits engendrés par le succès de Scream, réalisé par Jamie Blanks et sorti en 1998. Voulant imiter le méta-récit de Scream, on suit un groupe d'étudiants qui réalisent que leur campus est devenu le terrain de jeu d'un tueur qui s'inspire de légendes urbaines. Le film est rempli d'icônes de l'horreur, avec par exemple Brad Dourif, Chucky, Daniel Harris, Halloween 4 et 5, ou encore Robert Englund, Freddy Krueger. Mais également des têtes connues de la télévision des années 90, comme Jared Leto, I Saw Colette Life, désolé pour mon accent, Joshua Jackson, Dawson Creek, ou même Michael Rosenbaum, qui jouera plus tard dans Smallville. Urban Legend, c'est aussi beaucoup de clins d'œil à la pop culture années 90, sans parler des copier-coller de Scream, comme son intro qui se veut comme celle de Drew Barrymore. Mais le film fait son travail, une intrigue basée sur un tas d'intrigues, plus petites, mélangées entre elles. Le principal problème de Urban Legend, c'est qu'il vous donne des informations sans vous investir dans l'histoire. Il n'y a pas de véritable suspect à mentionner. La révélation, attention spoiler, c'est le personnage de Gayheart, Brenda Bates, qui a été nommée d'après Psychose, Norman Bates. Brenda, comme Norman, s'est révélée extrêmement perturbée lorsqu'elle évoque le mobile. La révélation fonctionne vraiment comme une surprise. Son petit ami a été accidentellement tué par une des filles, Michelle, qui aimait aussi reconstituer des légendes urbaines. Elle agit donc par vengeance. Même s'il n'y a aucune raison logique pour que la majorité des victimes meurent, si ce n'est dans l'attente du genre slasher. Urban Legend, c'est pas bien sanglant, mais c'est amusant à regarder 20 ans après. Restons dans le slasher, mais cette fois-ci un slasher chrono-répétitif. Vous aurez sûrement déjà vu Un jour sans fin ou même Edge of Tomorrow. Happy Birthday, c'est le même principe de boucle temporelle, mais version slasher. Christopher Landon, le fils de Michael, alias Charles Ingalls, rend hommage à des films tels que Souviens-toi d'été dernier, ou encore, vous l'aurez deviné, Scream. Le jour de son anniversaire, Teresa, Tree Gellman, est une étudiante gâtée, membre d'une sororité universitaire qui se retrouve prise dans une boucle temporelle sans fin, revivant la même journée encore et encore. Chaque cas culmine avec son assassinat par un agresseur avec un masque entre Alice Sweet Alice et le docteur Brazil. Si vous l'avez pas, un masque de bébé. Après quoi elle se réveille immédiatement et recommence toute la journée. Tree cherchera jour après jour son assassin potentiel. Le personnage de Tree est peu sympathique du premier abord, membre de la sororité Kappa, aucune empathie, cruel juste pour le plaisir, en somme, c'est la victime typique de slasher. Mais passé une demi-heure de film, où il lui faudra bien quelques jours pour réaliser ce qui se passe et qu'elle n'a pas des vies illimitées, Tree tentera de déterminer qui essaye de la tuer avec succès. Lorsqu'elle se rend compte que la liste des suspects est assez longue, elle prend conscience qu'elle n'est pas une personne très gentille. La jeune étudiante va devoir agir par élimination jusqu'à trouver l'identité du tueur, espionnant les potentiels suspects inscrits au gros feutre sur un calepin. Si le tueur et ses motivations sont le moteur principal du film, la boucle temporelle n'est pas expliquée. Au fur et à mesure du film, Tree révèle une nature tout à fait différente. On lui découvrira des blessures enfouies ainsi qu'une sensibilité. Une part de lumière qui est révélée par Carter, l'archétype du jeune homme lambda en manque d'assurance. Car en se réveillant chaque matin dans la chambre de ce dernier, Tree finit par développer une véritable relation avec lui. Nous suivons donc l'évolution de Tree, qui se passe de victime à survivante avec rédemption. Le seul bel mode de ce film est la partie à trouver le tueur, et qui est en grande partie ignorée. Mais en soi, ça reste un sympathique petit film produit par Blumhouse. Merci beaucoup Eviltoon pour cette carte blanche, je vous mets le lien vers ses réseaux en description. Enfin, rappelez-vous que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee. Et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Faites de beaux cauchemars mes petites cools.